Là maintenant, nous allons passer à la pathologie du médiastin, aux tumeurs médiastinales. Ah, ça bug un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Donc, attendez, j'arrive pas. Voilà, pardon. Donc, comme vous savez, avant de parler de la pathologie ou des tumeurs médiastinales, d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le médiastin. Donc, qui dit tumeur médiastinale, bien sûr, ce sont toutes les anomalies et surtout les masses qui sont anormalement situées dans l'espace médiastinal. Et le plus souvent, ces tumeurs se manifestent par un syndrome médiastinal. Alors, c'est quoi le syndrome médiastinal? Le syndrome médiastinal, c'est l'ensemble des signes cliniques qui traduisent la présence d'une anomalie dans le médiastin et qui attirent notre attention. Parce qu'il y a certains syndromes qui sont typiques, qui sont caractéristiques et spécifiques. Tout d'abord, c'est quoi le médiastin? Le médiastin, comme vous le savez, c'est un espace qui occupe la partie médiane du thorax. Donc, il est situé entre les deux régions pleuropulmonaires. Ses limites. En avant, c'est le sternum. En arrière, c'est le rachis. Il s'étend donc de D1 jusqu'à D12. C'est la partie thoracique du rachis. Latéralement, vous avez les deux plèvres médiastines. La limite supérieure correspond donc à l'orifice supérieur du thorax, c'est la base du cou, et bien sûr sa base, c'est le diaphragme. Voilà, donc ce schéma vous récapitule l'anatomie du médiastin pour comprendre quelles sont les principales tumeurs qu'on peut trouver dans le médiastin. Alors, là, c'est une vue de face du thorax, et là, c'est une vue de profil. Donc, avec ces lignes médiastinales, là, ces lignes vont couper le médiastin en 9 loges. Là, nous avons le médiastin supérieur. Alors, dans le médiastin supérieur, nous avons la partie antérieure, la partie moyenne et là, la partie postérieure. Tout ça, c'est le médiastin moyen. Et dans le médiastin moyen, nous avons également le médiastin moyen antérieur. Nous avons le médiastin moyen-moyen et le médiastin postérieur, toujours moyen. Tout ça, c'est le médiastin inférieur. Et dans l'inférieur également, vous avez la partie antérieure du médiastin inférieur. Là, c'est la partie moyenne du médiastin inférieur. Et là, c'est la partie postérieure. Pourquoi on fait cette répartition, cette division? Parce qu'il y a certaines pathologies qui sont caractéristiques d'un étage bien précis, que nous allons voir tout à l'heure, et elles se manifestent par un syndrome médiastinal caractéristique. Et le meilleur examen pour explorer le médiastin surtout, bien sûr, c'est la tomodensitométrie thoracique, qui va nous donner le siège exact de la tumeur, va nous préciser sa nature et va nous guider pour une éventuelle biopsie transthoracique. Alors, les tumeurs du médiastin, généralement, quand elles sont petites, elles sont asymptomatiques. Elles sont asymptomatiques et parfois, c'est une découverte de radiographie systématique. Quand elles sont petites, soit dans le cadre d'un bilan préopératoire, par exemple, un malade qui doit se faire opérer, comme vous le savez, la radiographie thoracique est indispensable. Elle fait partie du bilan de pré-anesthésie. Parfois, certains se présentent pour un certificat de pneumophysiologie. Et comme vous le savez, on exige la radiographie thoracique.
Eh bien, c'est en voyant la radiographie thoracique, le malade vient pour un certificat de pneumophysiologie, on découvre une anomalie dans le médiastin. Ce qu'il faut savoir, que la symptomatologie n'est pas spécifique, elle est variée. Soit un syndrome médiastinal, comme on va le voir après, soit c'est des signes généraux qui traînent, qui persistent, inexpliqués, soit c'est des signes qui sont en rapport avec l'étiologie de cette tumeur médiastinale. Ce qui est spécifique, ce sont les syndromes médiastinaux. Alors, c'est quoi un syndrome médiastinal? Bien sûr, qui dit syndrome médiastinal dit d'emblée manifestation respiratoire au premier plan. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait dit que cet espace-là, il est dans le médiastin. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le médiastin? Il y a la trachée, il y a l'œsophage, il y a le cœur. Donc, la trachée, généralement, peut être touchée ainsi que les bronches, surtout quand la tumeur est volumineuse. Cette tumeur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va comprimer les bronches, elle va comprimer la trachée si elle est haut située, et donc si elle comprime, ça va donner une dyspnée. Et cette dyspnée, généralement, la trachée, comme vous savez, la trachée et les gros troncs, généralement, ça donne une dyspnée inspiratoire avec tirage. Il y a une irritation bronchique, il y a également une toux. Et bien sûr, qui dit compression, donc il y a gêne, et ça peut donner également une douleur thoracique. Donc cette dyspnée, donc en fonction de l'évolution de la tumeur, elle est progressive. Et plus la tumeur augmente, plus la dyspnée devient plus importante. Et donc, si elle augmente de taille, cette tumeur, elle va comprimer donc la trachée et les gros troncs bronchiques. Et comme vous savez, ça donne ce qu'on appelle un wheezing. Le wheezing, on n'a pas besoin de l'ausculter. On fait inspirer le malade profondément et on entend ce bruit, ce sifflement, qui traduit donc l'obstruction de la trachée et des gros troncs bronchiques. La toux, elle s'installe progressivement. Au début, elle est sèche, mais parfois, elle peut être productive avec une expectoration banale. Ce qui est certain, c'est une toux quêteuse, elle est rauque. Parfois, on la compare à la toux de la coqueluche, parce que c'est des malades qui font des quêtes de toux répétées, et cette toux persiste malgré un traitement antitussif. Donc, il faut se méfier. Un patient qui continue à tousser, même après un syndrome grippal, il faut se méfier. Une toux rebelle persistante doit attirer votre attention. Vous devez faire une radiographie thoracique de face. La douleur thoracique. La douleur thoracique, par contre, si elle s'installe, c'est un signe de gravité. Ça veut dire que la tumeur a augmenté de taille. Le plus souvent, cette douleur, elle est rétrosternale. Elle est rétrosternale et c'est une douleur qui simule la douleur de l'angine de poitrine. Parfois, elle est fixe et elle ne répond pas au traitement antalgique habituel. Donc, il faut aller rapidement, bien sûr, faire une radiographie thoracique et généralement, nous, devant toute douleur thoracique, les deux examens indispensables à faire, c'est la radiographie thoracique et le CG, bien sûr. Par contre, l'hémoptysie, elle est rare. Pourquoi? Parce que s'il y a hémoptysie, ça veut dire que cette tumeur a envahi les veines trachéo-bronchiques qui deviennent dilatées. C'est surtout les veines superficielles, bien sûr, qui sont touchées. Donc, le malade va commencer à faire des crachats hémoptoïques. Et ces crachats hémoptoïques vont persister. Donc, attention, toux persistante, douleur thoracique, crachat hémoptoïque, la radiographie thoracique est indispensable. Alors, ça, ce qu'on a vu comme symptômes, donc ce sont surtout les signes respiratoires, mais parfois quand la tumeur est bas située, c'est surtout, ou bien postérieure, ce sont surtout des signes digestifs.
Alors, les signes digestifs qui traduisent la compression de l'œsophage. Qui dit compression de l'œsophage, donc ça va se manifester par une dysphagie, d'abord au solide, et peut bien sûr devenir une dysphagie au liquide. Il faut se méfier, donc la pathologie de l'œsophage, c'est la dysphagie. Et parfois, on peut avoir des douleurs associées. On peut avoir les manifestations typiques, spécifiques, ce sont les manifestations vasculaires. Le syndrome le plus fréquemment décrit et rencontré, c'est le syndrome de la veine cave supérieure. Alors, qu'est-ce qu'il va traduire? Mais il n'est pas spécifique de la pathologie médiastinale, bien sûr. Le syndrome de la veine cave supérieure traduit le plus souvent une pathologie tumorale maligne, qui peut être soit médiastinale, soit bronchopulmonaire, comme vous venez de le voir. Alors, le syndrome de la veine cave supérieure, il y a un envahissement de la veine cave supérieure, donc par un cancer bronchique le plus souvent, qui peut se compliquer parfois d'une thrombose, d'une compression de la veine cave supérieure. Ce sont les données de l'examen clinique, comment il va se manifester cliniquement ce syndrome cave supérieure. Vous êtes en présence d'un malade qui présente un œdème du visage. C'est un œdème de la face et de la base du cou, et surtout la partie antéro-supérieure du thorax et les bras. C'est ce qu'on appelle l'œdème en pèlerine. C'est typique du syndrome cave supérieur. Nous avons également la cyanose qui peut être présente surtout aux mains et au visage, et surtout le nez, les lèvres, les pommettes. Cette cyanose qui s'accentue par l'effort et par la toux. Pourquoi? Parce qu'il y a un ralentissement de la circulation et distension des réseaux veineux et capillaires du tissu sous-cutané. Qui dit compression dit également turgescence des veines jugulaires et parfois même les veines rétiniennes qu'on peut voir quand on demande un fond d'œil. Alors cette turgescence peut être à l'origine d'épistaxis ou d'hémoptysie. Nous avons également ce qui est caractéristique, la circulation veineuse collatérale. Alors cette circulation veineuse collatérale, bien sûr, le malade, pour l'examiner, il doit être torse nu. Donc, c'est une circulation, ce sont des téléangiectasies qu'on voit sur les faces antérieures, latérales, surtout du thorax. C'est surtout la partie, les 2/3 supérieures du thorax. Et parfois, le malade peut se plaindre de somnolence, de céphalée. Alors, sur cette plaque, regardez, un syndrome de la veine cave supérieure typique. Regardez ce patient qui a une bouffissure du visage. Regardez, avec cette cyanose et ces téléangiectasies. Cette circulation collatérale très typique d'un syndrome cave supérieur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la radiographie thoracique peut montrer donc une opacité médiastinale qui se caractérise par généralement une opacité selon le siège dans le médiastin supérieur latérotrachéal, dense, homogène, avec une limite externe qui est nette, bien dessinée. Et c'est la tomodensitométrie thoracique qui, bien sûr, va nous préciser le siège exact de la tumeur. Voilà ce cas, c'est le cas de ce patient. Si on prend ce patient, regardez cette volumineuse masse qui ne devrait pas exister. Là, c'est la trachée. Regardez. Là, c'est la zygose. Donc, voilà ce processus qui comprime ou qui envahit la veine cave supérieure. Là, c'est une thrombose. Là, bien sûr, après injection du produit de contraste, il y a une thrombose de la veine cave supérieure qui est responsable, dans ce cas-là, de ce syndrome de la veine cave supérieure. On peut avoir également le syndrome de la veine cave inférieure. Alors, le syndrome cave inférieure, il est généralement rare. Pourquoi? Parce que le trajet de la veine cave inférieure dans le thorax est court. Généralement, il est responsable beaucoup plus de manifestations sous-diaphragmatiques. Il s'agit d'un bloc suprahépatique par obstruction
obstruction des voies de drainage veineux efférent du foie. Nous avons le classique syndrome de Budd-Chiari qui donne une circulation veineuse collatérale thoraco-abdominale, une hépatomégalie ferme, lisse, régulière, qui est douloureuse, soit spontanément, soit à l'effort. Nous avons le reflux hépato-jugulaire caractéristique et avec les signes de compression, nous avons l'ascite avec l'ombilique déplissé si l'acide est abondante, ainsi que des œdèmes des membres inférieurs. On peut avoir également des signes lymphatiques. Comme vous savez, le canal thoracique est situé dans le médiastin. Donc, la compression du canal thoracique va être à l'origine de signes lymphatiques qui se manifestent sur le plan respiratoire par une pleurésie chileuse. Et sur le plan abdominal par une ascite chileuse. On peut avoir également, c'est rare, une chilurie et parfois un œdème localisé. Alors l'acide chileuse, c'est un aspect, quand on fait une ponction pleurale, c'est un aspect caractéristique laiteux du liquide pleural. Il est riche en triglycérides avec un taux de triglycérides qui est supérieur à 1 gramme par litre. Le chylothorax, pardon, je dis ponction pleurale. L'acide chyleux, c'est la ponction d'acide, pardon. Le chylothorax, donc c'est une pleurésie d'aspect laiteux. Et c'est la ponction pleurale qui va nous le dire. Là, j'ai fait exprès de vous montrer 3 types de liquides pleuraux. Ça, c'est un liquide pleural jaune citrin. Ça, c'est un liquide sérohématique. Et là, regardez, un liquide chyleux. C'est un aspect laiteux caractéristique, riche en triglycérides. Alors, on peut avoir également des manifestations nerveuses. Les manifestations nerveuses se voient essentiellement quand la tumeur est située dans le médiastin postérieur, donc proche du rachis, le plus souvent. On peut avoir d'abord une atteinte du nerf phrénique. Alors cet envahissement ou la compression du nerf phrénique par une tumeur médiastinale va entraîner une paralysie phrénique. La paralysie phrénique va se manifester cliniquement par un incoercible qui n'existait pas. La dyspnée d'effort. Comme vous le savez, le diaphragme est le principal muscle inspiratoire. Donc, c'est une dyspnée d'effort qui peut être la seule présente. Et la radiographie thoracique, quand il y a une atteinte du nerf phrénique, nous avons une ascension de l'hémicoupole diaphragmatique concernée. On peut avoir également une atteinte du nerf récurrent gauche qui se manifeste par une dysphonie avec perte de la voix, une toux bitonale, parfois des fausses routes à la déglutition. Mais généralement, en cas de dysphonie isolée, le patient va consulter en ORL et c'est l'ORL, en faisant une laryngoscopie, va découvrir une paralysie d'une corde vocale. Donc, pour chercher la cause de cette paralysie de la corde vocale, l'ORL va demander une radiographie thoracique ou bien carrément va envoyer son malade chez le pneumologue demander un avis. Et là, le pneumologue, bien sûr, après la radiographie thoracique, il va faire une tomodensitométrie thoracique et une endoscopie bronchique. Donc, si on récapitule, on peut avoir un syndrome médiastinal antérieur, c'est-à-dire c'est rétrosternal, donc la douleur elle est beaucoup plus ressentie en rétrosternal. Nous avons également un syndrome cave supérieur, on peut avoir un syndrome cave inférieur, mais c'est surtout le syndrome cave supérieur qui est le plus fréquent. On peut avoir un syndrome médiastinal moyen, donc c'est en fonction du siège de la tumeur. Nous avons donc surtout les manifestations respiratoires au premier plan. Si la tumeur comprime ou touche l'œsophage, donc ça sera une dysphagie. Et comme le nerf récurrent traverse donc le médiastin, on peut avoir une paralysie récurrentielle gauche. Le syndrome médiastinal postérieur
Donc, c'est surtout des manifestations neurologiques avec des signes sympathiques et des signes de compression médulaire. Donc, en plus de ces syndromes médiastinaux, le malade va présenter des signes généraux avec l'évolution de la tumeur. Soit il s'agit d'un amaigrissement quand la tumeur est maligne, soit c'est une anorexie, une asthénie, une fièvre inexpliquée. Donc, devant toute fièvre inexpliquée, devant toute asthénie, devant toute anorexie ou amaigrissement, une radiographie thoracique de bonne qualité est nécessaire. S'il y a un doute et qu'on ne trouve rien au niveau de l'examen clinique complet et qu'il y a des signes thoraciques, même s'ils sont absents, fièvre inexpliquée, surtout, je pense que le professeur Chabati vous en a parlé, une radiographie thoracique ainsi qu'une TDM thoracique peuvent être demandées pour rechercher et expliquer la cause de ces symptômes dont on ne trouve pas l'étiologie. On peut avoir également des syndromes paranéoplasiques. Je pense que vous connaissez tous les syndromes paranéoplasiques. Alors, les syndromes paranéoplasiques, c'est surtout la caractéristique des cancers, particulièrement le cancer bronchique. Ces syndromes paranéoplasiques, qu'est-ce qui se passe? C'est la tumeur qui va produire des protéines actives. Et donc, ces tumeurs attirent, ces syndromes paranéoplasiques doivent attirer notre attention par l'existence d'une tumeur. Bon, les syndromes paranéoplasiques sont nombreux, ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Dans les syndromes paranéoplasiques également, certaines tumeurs peuvent se mettre à produire des complexes humains, des anticorps. Alors, parmi les syndromes paranéoplasiques, bien sûr, la liste est très longue, c'est surtout le syndrome, on peut avoir un syndrome de Cushing, le faciès Cushingoid, comme vous voyez sur cette image-là. Le syndrome Cushingoid avec une obésité facio-tronculaire, surtout à la partie supérieure du corps. On peut avoir une hyperthyroïdie, il y a des signes, avec des signes de thyréotoxicose. On peut avoir un syndrome de Schwarz-Barter. Il existe une sécrétion par la tumeur d'ADH qui est responsable d'une hyponatrémie, d'une augmentation de l'osmolarité urinaire. Donc, ces syndromes paranéoplasiques doivent nous faire rechercher une tumeur maligne surtout, un cancer bien sûr, c'est surtout le cancer broncho-pulmonaire, comme vous venez de le voir avec professeur Chabati. Par contre, la production d'anticorps, réalisant ce qu'on appelle un syndrome myasthénique, le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton, se voit essentiellement dans les TIMOM. C'est des malades qui décrivent, surtout les femmes, c'est des malades qui décrivent une fatigabilité avec une faiblesse, un déficit de la force musculaire qui s'accroît surtout à l'effort et cette faiblesse musculaire qui persiste malgré un traitement symptomatique, malgré des vitamines. Et cette atteinte musculaire, respiratoire surtout, peut entraîner une insuffisance respiratoire qui fait bien sûr toute la gravité de la maladie. Parfois, c'est de simples myalgies. Ces malades, le plus souvent, consultent chez le rhumatologue et c'est en faisant toutes les investigations nécessaires que le malade est réorienté en pneumologie. Maintenant, pour la démarche diagnostique, bien sûr, un patient qui se présente pour une pathologie tumorale, vous savez, n'importe quel âge peut se voir, mais généralement, le plus souvent, dans la pathologie du médiastin, c'est les patients jeunes. Donc, il faut tenir compte, bien sûr, de l'âge, des signes cliniques que présente le malade qu'il faut rechercher attentivement et, bien sûr, du terrain. La tomodensitométrie thoracique est l'examen clé et indispensable qui va nous préciser le siège exact de la tumeur, sa nature. Est-ce que c'est une masse qui est solide? Est-ce qu'elle est nécrosée? Parce que c'est très important pour orienter surtout les biopsies transthoraciques. Il ne faut pas biopsier la nécrose parce qu'on n'aura pas de diagnostic. Elle va nous préciser les limites exactes.
s'il limite surtout avec les organes de voisinage. Est-ce qu'il y a envahissement ou pas? Est-ce que la tumeur est opérable ou pas? Et surtout la densité. Généralement, une densité liquidienne témoigne de la nature bénigne de la tumeur. Et bien sûr, on complétera par la biologie, donc selon les données cliniques, les bêta-ACG en cas de tumeur germinale, le alpha-fetoprotéine, bien sûr. Parfois, on a besoin de l'imagerie par résonance magnétique. L'intérêt de l'imagerie par résonance magnétique, c'est surtout dans les tumeurs postérieures, bien sûr, en contact avec le rachis. L'IRM est mieux, bien sûr, nous renseigne mieux quand il s'agit de pathologie du médiastin postérieur. On peut également faire une scintigraphie ou une échographie thyroïdienne avec dosage des hormones thyroïdiennes. On peut faire une endoscopie transthoracique, œsophagienne, bien sûr, fibroscopie digestive et fibroscopie bronchique. Bien sûr, la fibroscopie bronchique est obligatoire, mais parfois, au terme de ce bilan, on est embêté, on n'arrive pas à faire un diagnostic précis avec ces données qu'on vient de citer. Bien sûr, la biologie doit être complète, parce qu'avant de faire n'importe quel geste, bien sûr, il faut commencer par le bilan habituel, la biochimie habituelle, la formule, le bilan d'hémostase, si on doit faire un geste. Donc, pour avoir le diagnostic de certitude, parce que parfois, le diagnostic de certitude est obligatoire pour la conduite à tenir adéquate. C'est la ponction, et c'est surtout ponction biopsie transthoracique scanoguidée, c'est-à-dire sous tomodensitométrie thoracique. C'est le radiologue qui doit la faire. Mais attention, il faut que ce soit un radiologue expérimenté. Il faut que la lésion soit proche de la paroi. Ce n'est pas n'importe quelle tumeur qu'on peut biopsier sous tomodensitothoracique. Il faut qu'elle soit en contact de la paroi. Pourquoi? Parce que parmi les complications de la ponction biopsie sous TDM, c'est le saignement et parfois on peut toucher le poumon. On peut créer ce qu'on appelle un thorax. Si la tumeur est située dans le médiastin antérieur et moyen, généralement c'est le siège des adénopathies, là le chirurgien va faire ce qu'on appelle la médiastinoscopie avec un médiastinoscope. Sinon, parfois les adénopathies sont volumineuses et un syndrome cave supérieur qui contre-indique, ou bien elles sont plus profondes, c'est l'indication de la médiastinostomie ou d'emblée une sternotomie, une thoracotomie à minima, pour faire d'abord prélever des ganglions entiers, plusieurs, et faire l'étude histologique, et ça permet également de faire l'exérèse de cette tumeur ou de ces adénopathies qui sont situées dans le médiastin. Si vous voulez, c'est à double visée, pour faire le diagnostic et en même temps curatif. Alors là, nous allons revoir les principales étiologies. Si vous vous rappelez, quand on a fait la division des loges du médiastin, si vous coupez donc le médiastin, nous allons avoir 9 loges. Vous avez le médiastin antérieur, moyen, postérieur. Et si vous regardez d'en haut vers le bas, vous avez le supérieur, le moyen, ensuite l'inférieur. Là, c'est-à-dire il faut suivre en même temps sur le schéma du médiastin, mais ça ne fait rien, on va aller doucement. Pour le médiastin antérieur, qui est situé derrière le sternum, quelles sont les pathologies les plus fréquentes? Donc le siège, il y a certains sièges caractéristiques. Donc dans l'antérieur, nous avons surtout le goitre endothoracique. Alors le goitre endothoracique, c'est surtout l'apanage des femmes. On peut avoir des thymomes. Si on descend plus bas, toujours dans l'antérieur, mais on descend un peu plus bas, dans le moyen, c'est surtout les tumeurs germinales. Si on est toujours dans le médiastin antérieur, mais à sa partie inférieure vers sa base, nous avons ce qu'on appelle les kystes pleuropéricardiques. Les kystes pleuropéricardiques, ce sont des kystes bénins. Ce sont des anomalies, c'est des anomalies congénitales.
On peut avoir également des tumeurs mésenchymateuses. Le pourcentage varie, c'est surtout pour les tumeurs germinales, c'est surtout l'apanage des jeunes. Sachez que généralement, ces tumeurs, heureusement, elles sont rares. Dans le médiastin moyen, alors dans le médiastin moyen, c'est-à-dire c'est la partie moyenne entre l'antérieur et le postérieur. C'est surtout le siège des adénopathies. Alors les adénopathies, elles peuvent être bénignes, comme dans la sarcoïdose par exemple, les adénopathies tuberculeuses, comme elles peuvent être malignes. Malignes, ça veut dire ce sont des adénopathies métastatiques d'un cancer bronchique. Elles sont fréquentes quand il s'agit d'un homme à partir d'un certain âge, fumeur, avec une opacité parenchymateuse. Nous avons également les lymphomes. Les lymphomes, c'est la pathologie tumorale ganglionnaire la plus fréquente. Alors, nous avons les lymphomes hodgkiniens et les lymphomes non hodgkiniens. Sachez que les lymphomes non hodgkiniens sont de très mauvais pronostics et ils donnent un syndrome cave supérieur des manifestations respiratoires sévères et le pronostic est très mauvais. Par contre, le kyste bronchogénique, ce sont des débris, ce sont des malformations congénitales qui ne posent pas de problème, sauf le risque de surinfection ou de fistulisation. Dans le médiastin postérieur, alors, qui dit médiastin postérieur, donc surtout tumeur nerveuse, c'est surtout le jvanum. On peut avoir également des kystes para-œsophagiens ou un méningocèle. Donc si on revient au médiastin antérieur. Dans le médiastin antérieur, la partie supérieure est moyenne. Donc on a parlé tout à l'heure de goitre endothoracique. Donc le goitre endothoracique, il est surtout situé dans le médiastin supérieur. Donc si vous avez un malade qui a une opacité médiastinale supérieure, c'est-à-dire elle ne dépasse pas la bifurcation trachéale, chez les femmes, il faut penser au goitre endothoracique. Et pour cela, il faut demander donc une échographie ou une scintigraphie thyroïdienne, un bilan thyroïdien complet. Et dans ces goitres endothoraciques, ce sont des goitres qui sont volumineux, donc qui compriment la trachée, ils donnent une dyspnée, et bien sûr, c'est la chirurgie. On doit confier rapidement ces patients au chirurgien pour lever cet obstacle. Et bien sûr, selon donc le geste effectué, soit c'est une thyroïdectomie totale, à ce moment-là, la malade sera traitée après par l'endocrino, par les hormones thyroïdiennes, soit subtotale, et à ce moment-là, bien sûr, c'est l'endocrinologue qui va suivre la patiente. Par contre, les thymomes, le principal symptôme des thymomes, c'est la myasthénie, c'est une fatigabilité. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer quand on demande un bilan chez des femmes généralement qui présentent une myasthénie avec une fatigabilité? On demande un électromyogramme qui va montrer un bloc neuromusculaire et à notre surprise, on peut demander, parfois le plus souvent chez les femmes, parce que les connectivites ou les maladies de système sont fréquentes, donc on fait un bilan d'auto-immunité. Et là, on découvre des anticorps. On découvre des anticorps, attention, il faut se méfier. Il ne faut pas d'emblée conclure à une connectivite. Il faut faire une radiographie et une tomodensitométrie thoracique, parce que, comme on avait dit tout à l'heure, les anticorps devant toute opacité médiastinale égale TIMOR. Donc, il faut se méfier. Il faut compléter par une TDM thoracique, surtout à la recherche du TIMOR devant cette myasthénie. Et là, soit il s'agit, donc selon, on doit faire bien sûr la biopsie, et bien sûr selon la nature de la tumeur, elle peut être une tumeur, un thymome bénin, mais ça peut être un carcinome thymique. Le degré, il y a une classification, c'est classification de ces thymomes, bien sûr selon le degré d'invasion, donc, et bien sûr la conduite à tenir va dépendre du type histologique. Généralement, c'est la résection
il y a une classification qu'on appelle la classification de Masaoka. C'est surtout les chirurgiens qui travaillent avec cette classification. Donc, généralement, le traitement, c'est la chirurgie. C'est la chirurgie. Si le thymome est bénin, donc il n'y a pas de chimiothérapie antimitotique. Si le thymome est malin, un carcinome thymique, bien sûr, complété par une chimiothérapie antimitotique et une radiothérapie. Regardez là sur les radiographies thoraciques, regardez le type d'opacité que peut présenter un malade qui a un thymome. Regardez cette volumineuse opacité médiastinale bilatérale de part et d'autre de la trachée. Regardez comme elle est dense, surtout à sa partie gauche. Elle est dense, elle est homogène. Ces limites internes qui se confondent avec le médiastin. Donc sa partie la plus importante est située à gauche. Et regardez ce qui caractérise les tumeurs médiastinales ou les opacités médiastinales de façon générale. C'est cette limite externe qui est nette, cette limite externe qui est nette, qui est bien dessinée. Donc, ça traduit l'appartenance au médiastin de ces tumeurs. Regardez comme elle est volumineuse. Donc, celle-là va donner des manifestations cliniques et surtout le syndrome médiastinal, en particulier antérieur, c'est le syndrome de la veine cave supérieure. C'est à peu près la même chose pour ce malade. Regardez sur le profil. C'est un peu difficile pour vous. Regardez la trachée. Donc, c'est juste en avant de la trachée. Elle se superpose avec ça, c'est le médiastin antérieur. Ce qui est situé ici, donc, c'est le médiastin moyen. Ensuite, là, c'est le médiastin postérieur. Regardez sur cette coupe en fenêtre médiastinale, tomodensitométrique. Regardez cette volumineuse tumeur médiastinale, regardez avec nécrose. Alors cette tumeur qui comprime, regardez, la bronche souche gauche, droite, pardon, la bronche souche droite qui est comprimée, ça c'est la bronche souche gauche, regardez, et qui commence à envahir même la paroi, elle est nécrosée, regardez comme elle est volumineuse et qui comprime les veines. Donc c'est plusieurs coupes. Également, c'est la même chose. Voilà, cette tumeur qui est située dans le médiastin antérieur. Ça, c'est le médiastin antérieur. Ce qui est situé ici, c'est le médiastin moyen. Et là, derrière, donc, la trachée, c'est le médiastin postérieur. On est toujours, donc, dans le médiastin antérieur, mais la partie moyenne. Alors, dans la partie moyenne, on avait parlé tout à l'heure des tumeurs germinales. Donc, les tumeurs germinales, c'est surtout l'apanage de l'adulte jeune. Parmi les tumeurs germinales les plus fréquentes, nous avons le tératome. C'est le tératome mature qui se voit dans environ 60% des cas. Et bien sûr, il faut faire le dosage de l'alpha-A phytoprotéines, les bêta-HCG. Le traitement, bien sûr, c'est l'exérèse chirurgicale. On peut avoir également d'autres tumeurs germinales malignes, comme le séminome, ou bien les tumeurs malignes non séminomateuses, comme le choriocarcinome ou le tératome malin. Donc, ce sont des tumeurs germinales malignes, mais qui sont un peu rares par rapport au tératome mature. Regardez ce jeune patient. Là, c'est vraiment, on voit à peine. Regardez ce petit débord sur la radiographie thoracique. Parfois, on hésite, on ne sait pas, on se dit adénopathie, pas adénopathie. Et bien, c'est le scanner. Donc, c'est le scanner qui va vous montrer le siège exact. Regardez, on voit très bien cette tumeur qui a augmenté de taille. Donc, le scanner est l'examen clé du diagnostic. Donc, on est toujours dans le médiastin antérieur. On a vu la partie supérieure, on a vu la partie moyenne. Maintenant, on descend, c'est la partie inférieure. Alors, ce qui caractérise le médiastin antérieur à sa partie inférieure, c'est la présence de kystes pleuropéricardiques
Eh bien, c'est des malformations congénitales, c'est des kystes bénins. C'est une malformation qui est survenue lors de l'embryogenèse. Ça ne pose aucun problème. Normalement, c'est l'abstention thérapeutique. Sauf si on a peur, on doute, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire le radiologue n'arrive pas à se prononcer, que c'est une structure graisseuse, il a peur. Donc, on préfère faire une petite thoracotomie pour voir s'il y a réellement un kyste pleuropéricardique. On peut avoir également les tumeurs mésenchymateuses. Alors, ces tumeurs mésenchymateuses peuvent être soit malignes, soit bénignes. On peut avoir des lipomes, on peut avoir des sarcomes, on peut avoir des lymphangiomes. Donc, la thoracotomie est obligatoire. Dans ce cas-là, c'est l'exérèse totale et selon le type histologique, c'est l'indication de la chimio et de la radiothérapie. Parce qu'il y a des protocoles bien précis pour ce genre de tumeur. Regardez, si je vous montre cet exemple, voilà, là, cette opacité dense homogène qui n'efface pas le bord droit du cœur, qui est une limite externe, qui est nette bien dessinée, ça c'est une image de kyste pleuropéricardique. Voilà comment se manifeste le kyste pleuropéricardique à la TDM thoracique. Maintenant, on arrive dans le médiastin. On a vu le médiastin antérieur. Maintenant, c'est le médiastin moyen. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le médiastin moyen, c'est surtout le siège des adénopathies. Les adénopathies, elles sont soit bénignes, soit malignes. Alors, ces adénopathies, les bénignes, donc, soit sont infectieuses, c'est la tuberculose. La silicose, on peut avoir des adénopathies de silicose, mais généralement, on a rarement des adénopathies de silicose comme ça isolées. Il y a des lésions parenchymateuses. Ces adénopathies vont se calcifier. C'est une calcification typique en coquille d'œuf, caractéristique. Généralement, on peut faire la part des choses rapidement, parce que les adénopathies de la silicose sont toujours associées à des lésions parenchymateuses. On peut avoir des adénopathies malignes, métastasiques d'un cancer bronchopulmonaire, et à ce moment-là, nous allons bien sûr, en plus des adénopathies, une tumeur ou une masse tissulaire bronchopulmonaire. Parfois, ces adénopathies, donc pour faire la part des choses, est-ce qu'elles sont bénignes ou est-ce qu'elles sont malignes, c'est l'indication de la médiastinoscopie. Et la pathologie la plus grave, la plus redoutable dans le médiastin moyen, ce sont les lymphomes. Alors, les lymphomes, on peut avoir un lymphome hodgkinien et le lymphome non-hodgkinien. Ce qu'il faut savoir, que les lymphomes nécessitent un diagnostic histologique précis parce que le traitement est médical. Il n'y a pas de traitement chirurgical pour les lymphomes, mais la preuve histologique est indispensable. Par contre, le kyste bronchogénique, généralement, c'est des kystes bénins qui sont situés dans le médiastin moyen. Donc, ce sont des anomalies de l'embryogenèse. On peut laisser si on n'est pas, si on est sûr du diagnostic, si elle ne pose aucun problème. Sinon, bien sûr, c'est la thoracotomie, c'est la chirurgie de ces kystes-là, c'est l'ablation de ces kystes pour éviter les complications. Parce que ces kystes, généralement, ils sont bénins, mais parfois, ils peuvent se surinfecter. Ils peuvent se fistuliser et ils peuvent comprimer. Ça peut donner donc une hémorragie et donc ça peut créer, bien sûr, des problèmes. Et bien sûr, l'idéal, c'est de les opérer par risque ou crainte de complications. Sinon, un kyste bénin, si le radiologue est sûr de son diagnostic, c'est l'abstention thérapeutique, c'est juste de la surveillance. Donc, comme je disais tout à l'heure, la pathologie tumorale la plus grave et la plus redoutable du médiastin moyen, ce sont les lymphomes. Et parmi les lymphomes les plus fréquents, c'est la maladie de Hodgkin. Si vous voulez, c'est une maladie, vous allez bien sûr voir ça en détail quand vous ferez le stage d'hémato. C'est un cancer du système lymphatique.
C'est une maladie donc qui se distingue par les autres lymphomes appelés lymphomes non-Hodgkiniens. Alors, ce qui caractérise la maladie de Hodgkin, c'est bien sûr l'histologie, le diagnostic histologique est indispensable. C'est la présence de grandes cellules à noyau bilobé multinucléolé. C'est la classique cellule de Sternberg ou la cellule de Reed-Sternberg, caractérisée par le classique aspect en miroir. Qu'est-ce qui se passe dans le lymphome hodgkinien? Le lymphome hodgkinien, bien sûr, le diagnostic il est indispensable. C'est des malades qui se présentent pour des adénopathies médiastinales, mais il faut toujours rechercher des adénopathies périphériques accessibles à la biopsie, parce que la biopsie elle est indispensable, quand par exemple une adénopathie susclaviculaire, axillaire, et c'est l'exérèse totale qui va nous donner le diagnostic de certitude. Si on analyse donc le ganglion qui a été prélevé, si bien sûr il y a une adénopathie périphérique, donc vous la prélevez, sinon c'est la médiastinoscopie. Alors il y a une destruction de l'architecture de ce ganglion. Pourquoi? Parce qu'il y a une prolifération de ces cellules de Reed-Sternberg. Ces cellules de Reed-Sternberg qui sont de volumineuses cellules avec un noyau irrégulier caractéristique bi-ou-multilobé avec un cytoplasme abondant et plusieurs nucléoles. Et généralement, l'anatomopathologiste est obligé de faire ce qu'on appelle une étude immunohistochimique. Et dans le lymphome hodgkinien, l'immunohistochimie au CD30 est positive. Et ce qui caractérise les cellules de Reed-Sternberg de lymphome hodgkinien, c'est le classique aspect en miroir caractéristique. C'est-à-dire qu'on a deux lobes nucléolés qui se font face. Donc, si on parle d'un aspect en miroir, sachez qu'on est en présence de la cellule de Reed-Sternberg. Ça veut dire qu'on est en présence d'un lymphome hodgkinien. Là, je pense que c'est un peu détaillé pour vous, c'est juste pour savoir, quand on fait le diagnostic histologique de lymphome hodgkinien, bien sûr, il faut rechercher les autres localisations. Les autres localisations sont multiples, hein. Donc, soit respiratoire, soit extra-respiratoire, et généralement, il y a une classification au terme du bilan. Il y a ce qu'on appelle la classification d'Ann Arbor, grand A, grand B, par la présence de signes cliniques, grand A, grand B, absence ou présence de signes biologiques. Pardon, petit a, petit b, c'est les signes biologiques. Grand A, grand B, ce sont les signes cliniques. D'accord? A, c'est absence. B, présence. Donc, toute cette classification, c'est pour préciser exactement quel type d'irradiation le malade va subir dans le protocole thérapeutique. Là, je vous montre ce cliché. Regardez. Là, on est en présence d'un malade qui a, regardez, on est dans le médiastin moyen ici. Ce sont des adénopathies hilaires. Mais ce qui attire notre attention également, regardez de part et d'autre de la trachée, on a un élargissement du médiastin. Regardez cette opacité médiastinale dense, homogène, avec limite externe nette bien dessinée. Il se continue en pente douce avec le médiastin, à droite également, mais là, elle est plus importante à gauche. Cet aspect-là, bien sûr, on est sûr qu'il y a une tumeur médiastinale. Là, on est sûr de l'adénopathie. Là, on ne sait pas très bien. Eh bien, c'est le scanner thoracique. Le radiologue va nous décrire un magma d'adénopathie. Ce magma, regardez, d'adénopathie qui est volumineux, qui est en train de comprimer. Et là, il va donner un syndrome cave supérieur. Regardez, là, on regarde la bifurcation trachéale, donc on est dans le médiastin moyen. Regardez ce volumineux magma d'adénopathie. Et bien justement, avec cette planche TDM, le radiologue va nous faire ce qu'on appelle une biopsie. Il va introduire son aiguille et va faire une biopsie transthoracique pour nous apporter des carottes, plusieurs carottes, et là qu'on va présenter à l'anatomopathologiste pour faire l'étude histologique. On fait cette
cette transpariétale, bien sûr, si on n'a pas d'adénopathie périphérique, parce que c'est un geste quand même qui est difficile, qui n'est pas anodin, il y a un risque de complication. Il vaut mieux rechercher une adénopathie périphérique, comme une succincte claviculaire par exemple, qui est accessible par une anesthésie locale, que d'aller faire une médiastinoscopie. Regardez également cette volumineuse masse médiastinale bilobée avec un épanchement pleural liquidien de petite abondance. Voilà l'écoutomodensitométrie pour vous dire que ces lymphomes-là peuvent prendre plusieurs aspects et quand ils sont volumineux, ils compriment. Là, c'est le cliché précédent. Regardez, là, c'est l'épanchement pleural liquidien et là, c'est la masse tumorale avec des adénopathies très évocatrices de lymphome. Regardez une autre image également ici. Voilà cette opacité médiastinale du médiastin moyen qui dépasse. Regardez, elle est nette, elle est bien dessinée. Là, ça fait beaucoup plus tumeur bénigne. Hein, ça peut faire un kyste bronchogénique. Regardez, elle est située ici. Quand elle est petite, bien dessinée, bien limitée, ça peut nous faire évoquer un kyste bronchogénique. Dans le médiastin postérieur, on a vu le médiastin antérieur, on a vu le médiastin moyen, maintenant on voit le médiastin postérieur. Alors, dans le médiastin postérieur, il est surtout l'apanage et le siège des tumeurs nerveuses. Ces tumeurs nerveuses, donc, soit de la gouttière costo-vertébrale, et justement, là, c'est l'intérêt de l'imagerie par résonance magnétique qui va rechercher les prolongements de ces tumeurs dans le trou de conjugation. Et bien sûr, ça peut être des tumeurs bénignes, ça peut être des tumeurs malignes. Ce qui est certain, le traitement chirurgical est indispensable. C'est des tumeurs qui relèvent de la chirurgie. Donc, vous avez plusieurs types de tumeurs nerveuses, essentiellement le classique neurinome ou bien le neuroblastome. On peut avoir également des kystes para-œsophagiens. Généralement, ce sont des kystes bénins. Ils se manifestent par des signes digestifs, parfois une dysphagie, parfois un hoquet, hein, qui ne pose pas de problème. Et le traitement, et c'est bien sûr la tomodensitométrie thoracique avec l'ossification de l'œsophage qui va nous montrer ces kystes para-œsophagiens. Donc vraiment le traitement est chirurgical parce qu'on peut avoir des complications, on peut avoir des surinfections et des signes de compression. Voilà une volumineuse tumeur du médiastin postérieur. Regardez, là, c'est la vertèbre, elle est adossée à la vertèbre. Regardez les tumeurs postérieures, c'est surtout le neurinome. Là, ça comprime. C'est l'opacification qui va mettre en évidence la compression de l'œsophage. Là, c'est une volumineuse tumeur, regardez, qui est très dense, qui est homogène, avec limite externe qui est nette, bien dessinée. Regardez sur la coupe, volumineuse, donc tumeur, neurinome, qui est en train de comprimer. Voilà, j'ai fini, c'est-à-dire j'ai essayé de vous présenter les principales tumeurs du médiastin. Sachez que la pathologie du médiastin peut être le siège de tumeurs bénignes qui sont de petite taille le plus souvent, mais dès qu'il y a une symptomatologie respiratoire, dès qu'il y a un syndrome cave, il faut se méfier. Là, il y a urgence. Ça veut dire qu'il y a probablement une tumeur qui est maligne et dans ce cas-là, il faut rapidement faire une TDM thoracique. Bien sûr, et c'est la TDM thoracique qui va nous donner une orientation diagnostique. C'est l'indication de la biopsie transthoracique pour avoir un diagnostic. Et si on ne peut pas faire la biopsie transthoracique, si les fragments sont petits, c'est l'indication
de la thoracotomie ou de la médiastinoscopie en cas de tumeur du médiastin moyen antérieur et présenter le malade au chirurgien. Donc, selon le type histologique, bien sûr, on peut compléter ou on doit compléter par la chimiothérapie ainsi que la radiothérapie. Sachez que la pathologie du médiastin chez le jeune peut être dominée par le lymphome hodgkinien ou non hodgkinien. Le lymphome hodgkinien répond très bien à la chimiothérapie antimitotique, mais l'histologie, elle est obligatoire, elle est indispensable. Donc, il faut faire rapidement le diagnostic parce que parfois, ça peut se compliquer, ça va comprimer les éléments du médiastin, ça va donner un épanchement pleural liquidien, ça peut donner un épanchement péricardique, et quand il y a un épanchement pleuropéricardique, c'est un signe de mauvais pronostic, ce sont des signes de gravité. Donc, il ne faut pas attendre l'aggravation. Voilà, j'ai fini pour le cours. Si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Apparemment, on n'en a pas. C'était clair? Vous avez compris? Madame, Donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez la moindre question, si vous avez le moindre problème, je suis toujours à votre disposition. Hein, et j'espère que ça a été clair pour vous. Et si vous n'avez plus de questions, ben, je vous souhaite bon courage et bon appétit à vous tous. Merci, madame. Merci. Merci. Au revoir. au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.